Vous savez qu'actuellement, j'aime bien les expressions comme au rabais, en surnombre. Et je vous propose une autre expression dont je débattrai probablement samedi prochain au Café Philo McDo du 17 mars, ou du 16 mars plutôt, au McDonald's, au sous-sol du McDonald's de l'hôtel de ville, de 23h à 2h du matin. À savoir, la nouvelle expression, ce que je propose, c'est à fond perdu. D'ailleurs, il y a une autre expression que j'aime bien aussi, c'est à nouveau frais. Le français est riche d'expressions de ce genre, et j'en abuse souvent dans mes écrits. Je m'en excuse. Et à fond perdu, je vais demander à mes amis du Café Philo McDo, de la fin de la semaine, qu'est-ce qu'ils entendent par à fond perdu. Qu'est-ce qu'on entend par à fond perdu, et qu'est-ce que ça nous renseigne, qu'est-ce que ça nous enseigne, cette formule. À fond perdu, ça veut dire faire des choses dont on sait que ça ne servira à rien. Ou que ça servira de manière totalement résiduelle et aléatoire, alors qu'il y a des choses où on sait que ça vaut vraiment le coup. Un fond perdu, par exemple, l'éducation, pour moi, je l'ai dit plusieurs fois, la politique éducative de la France, et pas seulement de la France, elle est largement à fond perdu. Ça veut dire quoi à fond perdu? On le fait par principe, tout en sachant que ça ne servira pas à grand-chose. Eh bien, moi je pense que ça n'est pas réaliste. On nous parle de faire des économies. Eh bien, quand on veut faire des économies, on arrête de faire les choses à fond perdu. Ça me paraît assez évident. Mais ça rencontre beaucoup de difficultés. Par exemple, on pourrait dire l'éducation ne doit plus se faire à fond perdu. La santé ne doit pas se faire à fond perdu non plus. Pourquoi? Donc je voudrais parler de ces deux branches qui sont un élément majeur des dépenses sociales et des dépenses publiques. Et on sait que c'est un souci. Ben, l'éducation, normalement, on doit investir là où ça vaut la peine. La médecine, on doit investir là où ça vaut la peine. Certains diront, mais tout le monde a le droit à l'éducation, tout le monde a droit à la médecine. Eh bien, je crois que ça va changer, que ça doit changer, et que ça a d'ailleurs toujours été plus ou moins problématique. Nous savons très bien que certaines populations ont des chances de réussite beaucoup plus grandes que d'autres, et que d'autre part, les élites les plus productives, les plus ruisselantes, doivent être préservées au maximum quant à leur longévité et leur santé. Ça paraît logique. C'est un scandale que quelqu'un qui aurait un génie particulier ne soit pas hyper protégé médicalement. Donc, mais ça, c'est au niveau plutôt de la fin de la vie. Mais au début de la vie aussi, il faut repérer les individus les plus doués et leur donner des conditions qui soient supérieures à celles de la moyenne. Alors, j'ai écouté l'autre jour Clémentine Autain. Souvent, les gens disent des choses qui trahissent leurs pensées, enfin qui trahissent, qui révèlent leurs pensées profondes. Et je suis très à l'écoute de certaines choses qui sont presque des lapsus. Alors, quand on parle d'égalité, les gens qui sont pour l'égalité, ils sont en réalité dans le déni de l'inégalité. Et ça aussi, c'est un sujet que je vais probablement mettre sur le tapis samedi prochain. Oui. En fin de compte, c'est plutôt le déni de l'inégalité qui est mis en avant, même sous le terme égalité, souvent, c'est en réalité le déni qu'on s'accorde, qu'on s'arroge. Donc, refuser l'inégalité, eh bien, vous avez bien compris que c'était exactement dans le cadre de ce que je suis en train de dire maintenant. Inégalité de traitement éducatif, inégalité de traitement médical, voilà le refus, au nom de l'égalité.
Et je viens de dire que ce refus de l'inégalité, ça donne des politiques économiques à fond perdues. C'est-à-dire qu'on sait très bien, alors donc pour des questions de principe, on va créer une faillite économique. Pas de problème. Alors, la question qui se pose aussi, c'est que dans le refus de l'inégalité, dans le déni de l'inégalité, il y a aussi la question du déni du ruissellement. C'est-à-dire, on ne veut pas croire, on ne veut plus croire, certaines personnes ne veulent plus croire, que les gens d'en bas sont liés aux gens d'en haut, et que leur sort dépend des gens d'en haut. Et que si en haut, ça ne se passe pas bien, si en haut, il n'y a pas de créativité, si en haut, il n'y a pas une innovation, une créativité, eh bien, ça aura des répercussions négatives tout en bas par le processus du ruissellement. Donc, quelqu'un qui refuse, qui prétend à l'égalité, il refuse le ruissellement. Mais à ce moment-là, on arrive à une incohérence au niveau économique, encore une fois. Voilà. Parce qu'à ce moment-là, euh, les gens vont continuer à pratiquer dans un pays donné des choses qui sont le résultat d'un ruissellement antérieur et ne vont pas être capables de profiter des nouveaux ruissellements qui pourraient se produire. Alors que dans d'autres pays, ça se produit. Alors là, on voit très bien ce qui peut se passer. Déséquilibre de la balance commerciale, importation et peu d'exportation. Parce que quand il y a un problème d'import-export pour un pays donné, c'est bien parce qu'il n'a pas su se doter d'une classe supérieure créatrice, performante, et qu'il est donc resté à des pratiques d'en bas qu'on n'a pas remis en question. Donc finalement, c'est un conservatisme extraordinaire que de refuser le ruissellement. Même si on peut dire que accepter le ruissellement, c'est aussi reconnaître une vérité fondamentale de l'histoire. Parce que quand on regarde l'histoire, il est évident qu'il y a des gens qui ont joué un rôle majeur, qui a affecté l'ensemble du pays, l'ensemble de la société, dans le domaine culturel, dans le domaine religieux, etc. Donc, si on de toute façon, ce que les gens acceptent en bas, c'est des choses qui ont été le résultat d'un ruissellement antérieur. Donc, s'ils veulent rester au niveau ruissellement antérieur, ils disent maintenant, on n'accepte plus le ruissellement, et bien, ils vont rester à un ruissellement antérieur, et donc, ils vont être complètement dépassés par le progrès de toutes sortes, de tous les domaines. Et donc, la question, c'est qu'il va y avoir des rivalités au XXIe siècle entre des sociétés qui auront accepté un système performant de fonctionnement, et des sociétés qui ne l'auront pas accepté. Et ces sociétés qui n'auront pas accepté, elles vont être complètement larguées. Hein. Elles vont être complètement. Et d'ailleurs, ça va être le plus paradoxe, c'est qu'en réalité, elles vont effectivement consommer ce que les autres sociétés ont obtenu, et elles ne pourront pas non plus donner quoi que ce soit à l'extérieur, parce que tout ce qu'elles proposent est complètement dépassé. Bon, alors, donc, voilà ce que j'avais à dire, et il faut que je termine sur la question juive, en disant que les juifs sont une ressource fondamentale pour une société, que probablement dans l'avenir, même des pays arabes vont comprendre qu'ils ont besoin des juifs, et donc par conséquent c'est une ressource. Un mot qui est un petit peu abstrait, une ressource économique. Il y a des ressources humaines, je suis désolé de le dire, des ressources humaines. Et on peut importer, exporter des ressources humaines. C'est ce qu'on fait, par exemple, quand on importe des footballeurs, ou quand on exporte, ou quand on importe des dirigeants d'entreprise, etc. Ce sont des ressources humaines qu'on importe. Et donc on ne sera plus uniquement dans des ressources matérielles, les ressources du sol, du sous-sol, etc., des ressources minières, des ressources énergétiques, mais on est aussi dans le domaine des ressources humaines. Et les ressources humaines, qu'est-ce que c'est qu'un DRH, directeur des ressources humaines? Il doit recruter les meilleurs éléments pour l'entreprise. Et donc là, on est complètement dans l'inégalité de toute façon. Parce que les meilleurs éléments de mon entreprise, c'est ce qui va permettre le ruissellement dans l'entreprise. Je sais que mon ruissellement a été
d'évaluer par l'usage qu'en a fait Emmanuel Macron, alors qu'à mon avis, il a tout à fait raison, quelque part, les premiers de cordée, c'est pas une idée complètement idiote, non, loin de là. Mais certaines personnes, en réalité, qui refusent cette notion de verticalité, prennent prétexte des retards dans le ruissellement, des aléas du ruissellement, pour défendre quoi? Pour défendre une société où il n'y aurait pas de ruissellement? Où chacun, alors on retombe dans ce que je disais tout à l'heure à fond perdu, chacun devrait être considéré comme étant un élément de ruissellement. Au fond, on n'a pas besoin de ruissellement. On n'a pas besoin d'être fécondé. Hein. Tout le monde doit être Mozart. Il n'y a pas ceux qui sont Mozart et ceux qui jouent du Mozart. Tout le monde a les mêmes capacités, tout le monde est créatif de la même manière. C'est une utopie, ça n'a pas de sens. Mais ceux qui sont en bas, et notamment les femmes, elles savent très bien qu'il y a un problème à ce niveau-là, qu'elles sont vouées quelque part à avoir un plafond quelque part, pas uniquement pour des raisons sociales, mais aussi pour des raisons de compétences, etc. Enfin, je renvoie sur la question des stéréotypes dont j'ai parlé récemment. Le prétexte du stéréotype, c'est parce que le stéréotype est là que les inégalités sont là, etc. Passons. Et donc finalement, elle joue la carte du non-ruissellement, la carte de l'égalité, le déni de l'inégalité, et je pense que c'est une position qui est absolument inacceptable et qui ne fait pas sens.